Bonjour, chers membres du Conseil de travail et de dialogue social de l'UEMOA. Bienvenue, chers participants, euh, à la formation sur l'impact de la COVID-19 sur les économies des États membres de l'UEMOA. Quels moyens pour améliorer les finances publiques? Nous sommes justement avec cette formation dans le module 2 sur le fonctionnement de l'économie en matière de gestion des finances publiques. Donc, dans le cadre de ce module 2, nous avons déjà abordé le premier module et la première partie de ce module 2 qui a concerné, n'est-ce pas, le, le budget de l'État en particulier, les lois de finances, les procédures budgétaires et les grands principes du droit budgétaire. Donc, nous poursuivons, n'est-ce pas, avec la deuxième partie de ce module 2 sur les déficits publics. Les pays, donc, Dieu le moins, doivent respecter une certaine discipline budgétaire dont les règles sont inscrites dans le pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité adopté en 1999 et modifié en 2015. Pourquoi ces pays de l'UEMOA sont soumis à une discipline budgétaire? Parce que lorsque les États, n'est-ce pas, font leur budget, dans la plupart des cas, ces États-là se trouvent dans une situation de déficit. C'est-à-dire, c'est un peu rare, en particulier dans les pays en développement, de pouvoir engranger suffisamment de recettes pour pouvoir financer ces dépenses. Et donc, la plupart du temps, ces pays se retrouvent avec des déficits. Et donc, quand les pays se retrouvent avec des déficits, pardon, cela voudrait dire qu'il faut financer, n'est-ce pas, le déficit. Et donc, le financement des déficits amène, par exemple, à pouvoir recourir à quoi? À la monétisation de la dette. Et donc, c'est là que, avec les effets que cela peut avoir sur les pays de l'UEMOA, donc, on a besoin que ces États-là qui appartiennent à une union monétaire soient soumis à une discipline budgétaire, particulièrement dans le cadre du pacte de croissance, de convergence, pardon, de stabilité, de croissance et de solidarité de l'UEMOA. Ce pacte a pour objectif d'éviter aux pays de l'UEMOA des déficits publics excessifs et donc de pouvoir réduire leur endettement. Et donc, dans cette deuxième partie du module 2, nous allons donc essayer d'expliquer les différentes notions relatives au déficit public, en particulier les soldes budgétaires. Donc, les soldes budgétaires vont ici, l'analyse des soldes budgétaires, puisque quand on parle de soldes, déjà, ça veut dire qu'il y a une différence entre les recettes d'un côté qui sont engagées et les dépenses qui sont effectuées. Donc, c'est ce qu'on appelle le solde, et la différence entre les deux. Donc, si quelque part, comment l'appelle-t-on, les recettes engrangées étaient très grandes par rapport aux dépenses, donc cela voudrait dire qu'on serait dans les excédents. Et lorsque les recettes ne suffisent pas, n'est-ce pas, à pouvoir financer toutes les dépenses qui sont prévues, ça veut dire qu'on se trouve dans les cas des déficits que nous sommes en train d'analyser. Et donc, l'analyse des déficits passe par les différents soldes budgétaires. Donc, pour pouvoir davantage les comprendre, il faut analyser les soldes budgétaires. Ensuite, nous allons essayer d'étudier les enjeux des déficits publics, en particulier les enjeux pourquoi on devait réduire, n'est-ce pas, les déficits publics, en particulier lorsque nous faisons partie d'une union monétaire comme l'UEMOA. Parlons donc justement des soldes budgétaires. Il existe plusieurs notions de soldes budgétaires dans la littérature théorique et empirique. Et ici, nous allons nous focaliser sur deux types de soldes. Donc, les soldes budgétaires théoriques et les soldes budgétaires effectifs, qui sont des soldes budgétaires qui sont utiles pour l'interprétation même de l'évolution des soldes budgétaires. Donc, parlons donc
des soldes budgétaires effectifs, le solde, c'est le solde général de la loi de finances. Le solde, on va aborder donc au niveau donc des soldes budgétaires effectifs, pardon, le solde général de la loi des finances, le solde financier, le solde primaire et puis le solde courant. Et après, nous allons aborder les soldes budgétaires théoriques, en particulier les stabilisateurs automatiques, le solde cyclique et puis le solde conjoncturel. Et tout au long donc, de cette analyse, nous comprendrons, nous essayons de voir pourquoi nous essayons de distinguer, n'est-ce pas, ces différents soldes-là. Quelle est la particularité et qu'est-ce que ces soldes-là nous apportent en termes d'analyse, n'est-ce pas, des déficits publics. Premièrement, les soldes budgétaires effectifs. Le solde budgétaire de l'État est défini par le solde général de la loi de finances, mais pour l'ensemble des administrations publiques, l'approche de la comptabilité nationale définit plutôt un solde financier. Donc, au niveau de ces soldes effectifs, donc, le solde budgétaire de l'État est défini par la loi des finances. Et maintenant, au niveau de la comptabilité nationale, générale de la loi des finances, les lois constituent le solde général de la loi, puisse voter donc l'existence d'un déficit public. L'autre chose, c'est que le solde du budget général de la loi de finances initiale est un solde prévu ou annoncé. Donc, ce solde général de la loi de finances, il est un solde prévu parce qu'au moment où on connaît ce solde-là, on n'a pas encore exécuté le budget. Le budget n'est pas encore exécuté. Donc, il diffère généralement du solde effectif du budget tel qu'il apparaît dans la loi de règlement. Donc, c'est au niveau de la loi de règlement qu'on constate, n'est-ce pas, l'exécution effective du budget et où il y a une différence, bien sûr, entre ce qui était prévu et ce qui est réellement réalisé au cours donc, de l'année. Donc, c'est pourquoi ce solde du budget général de la loi de finances initiale est un solde, n'est-ce pas, qui diffère du solde effectif du budget après son exécution. Donc, purement, c'est un solde théorique, c'est un solde prévu, c'est un solde qui est annoncé et qui est voté, n'est-ce pas, par le Parlement. Maintenant, le solde financier, maintenant, au niveau de la comptabilité nationale, donc lorsque tout est exécuté, maintenant, tout est bien, maintenant les données sont transférées. Donc, au cours de l'année, toutes les opérations qui ont été réalisées, ces données sont transférées. Donc, pour conserver les données au niveau de la comptabilité nationale, là-bas, on définit maintenant l'équilibre des finances publiques par un solde financier. Et donc, ce solde financier-là, il est appelé le solde public dans les administrations publiques. Et c'est un solde global consolidé résultant de la somme des soldes des comptes de toutes les administrations publiques. Donc, tous les comptes des administrations publiques sont consolidés d'accord, dans ce solde public-là. Donc, il rassemble tous les soldes qui peuvent être, qu'on peut avoir au niveau des différentes administrations. Donc, la différence entre les recettes et les dépenses. Les administrations publiques donc, ont une capacité de financement. Ils ont une capacité de financement si les recettes sont supérieures aux dépenses, donc excédent public ou solde financier positif, et ils ont un besoin de financement si les recettes qui sont engrangées au cours de l'année effectivement ne permettent pas de couvrir les dépenses effectives auxquelles l'État a eu à faire face au cours de l'année. Et dans ce cas, il en résulte un déficit public ou bien un solde financier négatif. Le déficit public s'aggrave des fois pendant les périodes de récession. Comme cette année où nous nous retrouvons dans une année de ralentissement de l'activité économique depuis que la pandémie a commencé avec la COVID-19. Donc, dans ces genres de situations, les déficits de façon théorique, il faut comprendre déjà ici que les déficits publics se creusent à ce niveau. Et donc, ces différents éléments que nous sommes en train de voir nous préparent à comprendre, n'est-ce pas, l'impact que la COVID aura sur les finances publiques des États membres de l'UEMOA. Donc, déjà, nous sommes en train de dire que ces déficits s'aggravent en période de récession ou après une année de fort ralentissement économique parce que l'État a pris des mesures de relance de l'économie pour lesquelles il y a un délai de mise en œuvre.
Donc, quand, par exemple, l'État fait face à une situation de crise sanitaire comme la pandémie de la COVID-19, on ne peut pas attendre de se retrouver, de refaire le budget, de reprévoir les dépenses, peut-être d'augmenter, comment l'appelle-t-on, et comment l'appelle-t-on, les recettes ou bien les taux d'imposition qui vont être appliqués au cours de l'année avant de revenir. Non, le budget a été déjà voté, voilà la situation qui arrive, qui se compte au monde, et on ne peut qu'augmenter les dépenses. Et là, comme les choses n'étaient pas prévues, comme la collecte des recettes nécessite des délais, il faut rapidement, n'est-ce pas, recourir justement à d'autres sources donc de financement pour pouvoir faire face à ces dépenses-là. Et justement, c'est dans ce cadre que nous sommes là. Comment nous pouvons améliorer, n'est-ce pas, le recours à ces besoins de financement qui se creusent en période de relancement de l'activité économique de façon innovante à ce que ces pays donc de l'UEMOA ne puissent pas tomber, n'est-ce pas, toujours demeurer dans des crises d'endettement. Nous allons poursuivre notre analyse avec les soldes budgétaires effectifs, cette fois-ci avec l'analyse du solde primaire et aussi l'analyse du solde courant. Nous avons déjà mis la différence entre le solde qui résulte de la loi de finances, qui est le solde général du budget donc de l'État, et le solde public ou le solde financier qui relève donc de l'exécution du budget après que les données soient effectivement transmises à la comptabilité nationale et qui définit ce solde qui est un solde réellement effectif parce que le solde général, lui, il était un solde prévu parce que c'est au moment où le budget a été voté, il n'était pas encore implémenté, que ce solde-là est prévu et est accepté ou amendé, adopté par le Parlement. Mais le solde financier, lui, c'est le vrai solde effectif, c'est-à-dire qui résulte de l'exécution du budget avec la loi de règlement. Donc maintenant, nous allons analyser toujours d'autres soldes effectifs, cette fois-ci au niveau beaucoup plus mathématisé pour essayer de comprendre davantage, d'apprécier les déficits publics et l'enjeu, n'est-ce pas, que ces déficits publics représentent. Et c'est donc dans ce cadre que nous allons analyser le solde primaire et puis le solde courant. Parlons donc du solde primaire. Il correspond au solde financier ou au solde public de l'État, déduction faite des charges d'intérêt de la dette. Alors, quand nous regardons cette petite équation comptable, où, entre parenthèses, on a T moins G égale à T moins GP moins IB moins 1. T ici représente les dépenses, les recettes, pardon, engrangées effectivement par l'État au cours de l'année. G représente l'ensemble des dépenses que l'État a eu à effectuer au cours de l'année. Et GP représente les dépenses primaires, c'est-à-dire les dépenses hors le paiement du service de la dette. Et puis, la partie IB représente la partie qui est les paiements des intérêts, ce qui représente les paiements des intérêts donc de la dette. Maintenant, l'analyse, n'est-ce pas, qui est faite ici, c'est la définition d'un solde primaire. Alors, déjà, nous pouvons constater que le T moins G, qui est entre parenthèses, c'est lui le solde financier ou le solde public. Maintenant, T moins GP, c'est ça qu'on appelle le solde primaire. Ça veut dire que le solde qu'on considère en ne prenant pas en compte le financement ou les paiements des intérêts de la dette. Maintenant, qu'est-ce que ce solde-là nous permet de comprendre? Ce solde-là nous permet de comprendre que si les dépenses, les recettes, pardon, qui sont engrangées au cours d'une année ne permettent que de couvrir, n'est-ce pas, les dépenses primaires de l'État et donc ne permettent pas de couvrir à la fois les dépenses primaires de l'État et les intérêts de la dette, cela aura pour conséquence que pour rembourser notre dette ou payer les services de la dette, nous aurons encore besoin de nous endetter davantage avant de pouvoir être en mesure de financer ou bien avant de pouvoir être en mesure de rembourser notre dette. Et cela a des implications importantes, en ce sens que, d'abord, d'un autre côté, cela voudrait dire que si les déficits se maintenaient à ce niveau
ça dit qu'à chaque année, nos recettes que nous engageons ne nous permettent que de payer, de prendre en charge nos dépenses primaires. Ça veut dire que pour être en mesure de payer notre dette, ça veut dire que nous devons nous engager dans quoi? Dans ce que nous appelons le jeu de Ponzi Game. Et ce jeu de Ponzi Game, c'est ce jeu-là qui consiste à payer sa dette en contractant un emprunt ou en s'endettant auprès d'autres partenaires ou bien auprès d'autres sources de financement. Donc, pour pouvoir rembourser sa dette. En particulier, quand on parle de Ponzi Game, on fait référence à Charles Ponzi, qui est un escroc italien qui a réussi à mettre en place un système pyramidal où, à chaque fois qu'il devait payer sa dette, il essayait donc d'aller vers d'autres personnes où il se faisait financer à ce niveau et il remboursait sa dette de l'autre côté. Et donc, il a réussi à le faire de telle sorte qu'il est mort avec sa dette. Mais malheureusement, pour l'État, l'État a un horizon temporel infini. Ça dit que l'État ne meurt pas. Et donc, l'État ne peut pas s'engager dans un jeu Ponzi pour essayer de plonger sa dette. Et donc, ce que l'État devrait, en quelque sorte, faire, c'est de chercher à ce qu'on appelle à faire l'équilibre budgétaire. C'est de faire des efforts de réforme fiscale, ce que nous allons voir dans les modules qui vont suivre après. Quels sont Comment l'État doit mettre en place, donc, n'est-ce pas, des réformes pour pouvoir engranger les recettes qui seront nécessaires pour financer à la fois ces dépenses primaires et les intérêts donc, de la dette, si se trouve déjà dans une situation d'endettement, pour qu'il n'y ait pas à se mettre dans un Ponzi game. Deuxièmement, nous allons analyser ici le solde courant. Donc, au niveau donc, de l'analyse du solde courant, le solde courant, lui autre, il est la différence entre les recettes et les dépenses courantes, y compris les charges d'intérêt. Ici, nous rappelons la règle d'or donc des finances publiques qui pose la condition que le solde courant doit être équilibré de manière à ce que l'emprunt, c'est-à-dire le déficit, ne soit possible que pour financer l'investissement public. Donc voilà, la règle d'or des finances publiques voudrait que le solde courant, donc euh, le solde courant ici, quand on va définir le solde courant, on va comprendre que le solde courant, c'est à la fois le fait que les recettes donc, de l'État, s'il est équilibré, ça voudrait dire que les recettes engrangées effectivement au cours d'une année permettent de couvrir les dépenses courantes de l'État et permet aussi de payer, n'est-ce pas, les charges de la dette. Mais cela ne va pas permettre justement de couvrir les dépenses d'investissement. Et donc, si le déficit est égal aux dépenses d'investissement, cela voudrait dire que dans ce cas-là, si l'État veut s'endetter, l'État ne va s'endetter que pour pouvoir financer les dépenses d'investissement. Et donc, qui dit financer les dépenses d'investissement voudrait dire que ces investissements-là vont nous permettre de faire quoi? Vont nous permettre d'avoir des retours sur investissement. Et les retours sur investissement vont nous permettre, n'est-ce pas, de payer notre dette. Donc, quand nous analysons donc, le budget de l'État ou bien les soldes donc, budgétaires ou bien les déficits publics, voici les éléments que nous devons considérer. En réalité, l'analyse donc, du déficit courant nous dit que le déficit courant doit être équilibré pardon, le déficit courant voilà, doit être équilibré. Et donc, si le déficit courant est équilibré, ça veut dire que les États se trouvent dans une logique de bonne gestion selon laquelle on n'emprunte que pour financer les investissements. Donc, si on emprunte pour financer seulement les investissements, on est sûr d'être solvable, on est sûr qu'on va récupérer des rendements, on va tirer des rendements de ces investissements pour pouvoir rembourser notre dette et qu'on ne se retrouvera pas dans des situations de surendettement qui vont nous amener dans des questions de restructuration de la dette, dans des questions d'initiative PPT, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons voir par rapport à ces différents soldes que nous avons définis, le contenu du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité au sein donc, de l'UEMOA qui sont, n'est-ce pas, des conditions que les pays membres donc, de l'UEMOA doivent respecter
c'est en quelque sorte une soumission de ces pays-là à une discipline budgétaire pour que, justement, tel que nous l'avons déjà souligné, que les pays donc, de l'UEMOA ou donc de l'Union ne s'engagent dans des déficits excessifs et que cela ait des répercussions sur l'ensemble des pays donc, de l'Union. Bon, en janvier 2015, disons que l'acte additionnel numéro 1 2015 CCEG-UEMOA instituant le nouveau pacte de convergence entre les États membres de l'UEMOA qui a été adopté a été adopté en remplacement du pacte qui a été adopté en 1999. Rappelons que l'ancien pacte instaurait 4 critères de convergence nominale de premier rang qui devaient être respectés et 4 critères de second rang dont l'objet était de concourir au diagnostic de la situation macroéconomique donc, de ces États-là. Pour, n'est-ce pas, les critères de premier rang en ce qui concerne l'ancien pacte, donc le pacte de convergence des années, qui date des années 1999, les critères souvent du premier rang étaient que le solde budgétaire de base doit être nul ou positif. Voilà, donc quand on dit que le solde budgétaire doit être nul ou positif, cela voudrait dire qu'on amenait les États, on encourageait les États à respecter le principe classique, un des principes classiques qui disait que les dépenses de l'État doivent être couvertes par les recettes que l'État engrange. Ou bien, dans une autre mesure, qu'au moins les dépenses n'excèdent pas, comment l'appelle-t-on, les recettes. Deuxièmement, il faudrait que le taux d'inflation annuel moyen soit au plus égal à 3%. Donc, il ne doit pas dépasser 3%. Le troisième critère, c'est que le ratio donc, de la dette publique rapportée donc, au PIB doit être au plus égal à 70%. Et enfin, il y avait l'obligation de ne pas accumuler d'arrêts de paiement de la dette au niveau donc, de ces pays, puisque bon, ce sont des pays qui font souvent face au déficit et donc se retrouvent toujours dans des situations d'endettement. Maintenant, toujours dans le cadre donc, de ce pacte, il y a les critères de second rang qui portent sur les ratios suivants. Premièrement, il faudrait que la masse salariale sur les recettes fiscales, donc la masse salariale rapportée aux recettes fiscales qui seront dégagées au cours d'une année, n'excède pas 35%. Aussi, il faudrait que les investissements financés sur ressources intérieures rapportés aux recettes fiscales ne dépassent pas 20%. Aussi, le solde extérieur courant hors don sur le PIB nominal ne doit pas dépasser moins 5%. Et enfin, les recettes fiscales rapportées au PIB nominal doivent être supérieures à 17%. Maintenant, ces différents éléments que nous sommes en train de voir dans le cadre de ce pacte, lorsque nous serons en train d'analyser, n'est-ce pas, l'impact de la COVID sur les finances publiques de l'UEMOA, c'est à la lumière, n'est-ce pas, de ces différents soldes, ou bien de ces différents ratios que nous sommes en train d'utiliser ici dans le cadre donc, du pacte de convergence qui vont nous faire comprendre est-ce que par rapport à la situation, est-ce que cela a amené les États à ne pas respecter, ou bien cela a amené une dégradation de ces soldes, ou bien une amélioration de ces soldes avec la présence de COVID-19. Et particulièrement vis-à-vis donc du respect donc, de ces critères, comment est-ce que la COVID aurait pu affecter, par exemple, ces critères-là, le respect donc, de ces critères. Donc, pour les nouveaux critères, donc, les nouveaux critères ont été édités ou bien définis en 2015 à cause des résultats mitigés, n'est-ce pas, que ces pays ont observés depuis 1999 dans le respect donc, de ces critères du pacte. Donc, maintenant, au niveau des nouveaux critères, il y a 3 nouveaux critères donc, de premier rang qui sont entre autres. Donc, il y a d'autres qui sont repris. Donc, le ratio du solde budgétaire global, donc compris rapporté au PIB nominal, doit être supérieur à moins 3%. Le taux d'inflation annuel moyen ne doit pas dépasser toujours 3%.
Aussi, le ratio donc, de l'encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal ne doit pas dépasser 70%. Au niveau des critères de second rang, ils sont réduits à deux. Donc, la masse salariale sur les recettes fiscales doit être inférieure à 35% et les recettes fiscales rapportées au PIB doivent être supérieures à 20%. Nous avons donc fini avec l'analyse des soldes budgétaires effectifs, c'est-à-dire effectifs relatifs justement au projet donc, de la loi de finances et à l'exécution donc, de la loi de finances. Donc, ce qu'on peut retirer, les soldes qu'on peut retirer avec l'analyse donc, du budget donc, de l'État. Maintenant, nous parlons ici, nous abordons ici les soldes budgétaires théoriques. Donc, au niveau de l'analyse économique, comment est-ce que on arrive à appréhender en quelque sorte les questions de déficit avec l'analyse de la situation économique du pays, c'est-à-dire l'évolution donc de l'activité économique. Comment est-ce que les soldes, en quelque sorte, sont affectés, ou bien les soldes que nous venons, les soldes effectifs que nous venons de voir, comment ces soldes sont en quelque sorte affectés par la conjoncture, c'est-à-dire l'évolution donc de l'activité économique. Et à ce niveau, justement, par rapport à l'analyse des soldes budgétaires théoriques, il y a deux conceptions qui sont opposées en matière donc, de l'analyse des soldes budgétaires, donc au niveau théorique. Il y a la conception classique, donc l'équilibre budgétaire annuel, donc selon le principe donc, classique de gestion de finances publiques, il faut un équilibre budgétaire, c'est-à-dire les recettes égales aux dépenses. Donc, un équilibre budgétaire qui doit être nul. Maintenant, il y a la conception keynésienne du rôle contracyclique du budget dans la stabilisation des fluctuations économiques. C'est-à-dire que quoi? Que le creusement ou bien les déficits, donc le fait de permettre les déficits, c'est-à-dire permettre que les dépenses excèdent les recettes fiscales, a un rôle stabilisateur de l'activité économique. Quand on parle de rôle stabilisateur de l'activité économique, euh, cela voudrait dire que en fait, l'activité économique dans son ensemble évolue en dents de scie. Évolue en dents de scie. Il y a des périodes d'augmentation de la production au-delà de son niveau maximum qu'on pouvait l'espérer. Donc, on peut parler en ce moment de surchauffe donc, de l'activité économique. Et il y a des périodes où l'activité économique est en deçà de son niveau maximum qu'il pouvait avoir. Donc, on parle en ce moment donc, de ralentissement donc, de l'activité économique. Maintenant, le rôle stabilisateur, c'est quoi? C'est le fait que l'État, en intervenant à travers les dépenses publiques au niveau de l'économie, peut utiliser des dépenses publiques supplémentaires, donc le déficit, pour pouvoir financer ces activités-là, pour stabiliser l'activité économique. C'est-à-dire, en période de surchauffe, on ramène l'activité économique à son niveau potentiel et surtout, particulièrement en période de ralentissement de l'activité économique, l'État peut intervenir à travers des politiques discrétionnaires pour essayer de ramener l'économie vers son niveau potentiel. Donc, c'est là où nous allons parler de la politique budgétaire. Donc, nous disons que la politique budgétaire a un rôle contracyclique si elle contribue à réduire les fluctuations donc, de la croissance autour de son niveau de long terme, qui est le niveau potentiel donc, de l'économie. Euh, Quand on dit les fluctuations de l'activité économique, c'est-à-dire c'est les va-et-vient, c'est des montées et des descentes, c'est-à-dire c'est des augmentations et de baisses donc, de l'activité économique au cours donc, de l'année, puisque nous parlons donc, de cycle. Donc, dans ce cas, le solde public se détériore. Donc, la détérioration du solde public provenant de la hausse donc, des dépenses publiques ou de la baisse des recettes publiques lorsque l'activité économique se ralentit. Donc, déjà, on est en train de voir le lien entre l'activité économique et puis les soldes budgétaires qu'on a analysés. Et donc, en inférant, n'est-ce pas, sur les déficits publics. Donc, ça veut dire que si l'activité économique ralentit, cela aura pour conséquence une détérioration du solde budgétaire. Et là, on dit que la politique budgétaire pourra être, si elle joue un rôle justement contracyclique, elle pourra permettre une expansion donc, de l'activité économique, donc pour ramener vers son niveau donc, potentiel. Donc, on parlera de politique budgétaire expansionniste contracyclique. Cette détérioration du solde budgétaire peut améliorer dans ce sens avec toujours, quand nous restons dans la conception keynésienne,
que la politique budgétaire peut servir à stabiliser donc, les fluctuations de l'activité économique. Donc, en creusant les déficits, c'est-à-dire en permettant que le solde budgétaire se détériore, donc en augmentant les dépenses publiques, par exemple, ou en réduisant les recettes fiscales, cela va permettre d'amortir la baisse de l'activité économique ou de le ralentissement donc, de l'activité économique et de la ramener vers son niveau de croissance potentielle. De façon symétrique, la politique budgétaire peut être restrictive, contracyclique, c'est-à-dire qu'en période de surchauffe donc de l'activité économique, si par exemple l'activité économique dépasse son niveau potentiel ou bien son niveau de long terme qu'on peut espérer, cela voudrait dire que l'État peut mettre aussi en place une politique restrictive. La politique restrictive ici va consister à réduire les dépenses publiques ou bien à augmenter, n'est-ce pas, les recettes fiscales. Et donc, ça aura pour conséquence une amélioration du solde budgétaire. Et donc, cette amélioration du solde budgétaire va contribuer à réduire la croissance du PIB et à le ramener à son niveau potentiel. Donc, que ce soit l'un ou l'autre des situations, la politique peut être restrictive, contracyclique, donc pour aller à l'encontre du cycle économique. Donc, quand on parle de politique contracyclique, ça veut dire que la politique va être de nature à aller dans le sens contraire du cycle économique. Et donc, dans le cas où l'activité économique est ralentie, quand on dit que la politique budgétaire est contracyclique, cela veut dire que la politique budgétaire vient ici renverser cette tendance à la baisse donc, de l'activité économique et de le ramener à son niveau potentiel. Maintenant, lorsque comment l'appelle-t-on, l'activité économique est en situation de surchauffe, c'est-à-dire qu'elle a dépassé déjà son niveau potentiel, c'est-à-dire que la politique restrictive contracyclique maintenant va ramener, va essayer d'amener l'économie dans le sens contraire, en diminuant donc le niveau de l'activité économique pour ramener l'économie à son niveau potentiel. Donc, le budget contracyclique, c'est-à-dire le fait d'augmenter ou bien de réduire les dépenses de telle sorte à améliorer ou bien à détériorer le solde budgétaire, peut résulter donc des politiques discrétionnaires. Donc, ceci peut être dû à l'initiative personnelle, n'est-ce pas, de l'État, c'est-à-dire que l'État lui-même a pris des mesures délibérées pour d'augmenter les dépenses publiques ou bien de réduire les recettes fiscales ou bien de réduire les dépenses publiques ou d'augmenter les recettes qui a pris ces mesures. Ou bien, d'un autre côté, ce budget contracyclique de détérioration ou bien d'amélioration du solde budgétaire peut provenir de ce que nous appelons des stabilisateurs automatiques. Donc, parlant justement donc, des stabilisateurs automatiques, les stabilisateurs automatiques font référence à la réaction, n'est-ce pas, du budget aux variations de l'activité économique et au même moment à la variation de l'activité économique suite à la réaction donc, du budget à cette variation elle-même de l'activité économique. C'est-à-dire que ça se produit de façon automatique. Quand l'activité économique évolue dans un sens donné, cela affecte les soldes budgétaires. Et donc, quand le budget subit le coût de façon automatique donc de l'évolution de l'activité économique, le budget lui-même répond. Et donc, ce budget-là a encore d'autres répercussions, donc a une répercussion de retour sur l'activité économique. Et c'est ce tour-là qu'on appelle les stabilisateurs automatiques. Et donc, au niveau donc, de ces stabilisateurs automatiques, il y a effectivement deux notions donc, de stabilisateurs automatiques. Donc, il y a la réaction spontanée donc, des composantes du budget, donc les dépenses et recettes donc, de l'État, aux variations du PIB et de ses composantes. Donc, il s'agit là de la sensibilité du cycle du budget, qu'on appelle aussi parfois taille des stabilisateurs budgétaires automatiques. Il y a aussi l'autre partie qui est l'impact de cette réaction spontanée. Donc, quand le budget ou les composants du budget reçoivent une réaction liée à l'évolution de l'activité économique, cette réaction spontanée a aussi un impact sur la variation du PIB et ses composantes. Donc, il s'agit là du jeu des stabilisateurs automatiques. Parlons justement donc de ces stabilisateurs automatiques, c'est que lorsque nous commençons par la première réaction, c'est-à-dire que
le budget subit les effets de variation donc, de l'activité économique. Par exemple, quand nous prenons le cas du contexte de ralentissement donc, de l'activité économique dans laquelle nous nous trouvons, quand l'activité économique ralentit, bon, par exemple, on a voté le budget avant que cette situation n'arrive. Donc, les prévisions des recettes et les dépenses qui étaient prévues étaient déjà là. On a déjà adopté tout cela. On a prévu les lignes budgétaires, on a prévu les recettes. Là, on va tirer telles recettes, ainsi de suite. Et on a évalué les montants, tout ça. Mais voilà, l'activité économique n'est pas stable. L'activité économique fluctue. Et donc, en cas de ralentissement, par exemple, de l'activité économique qui entraîne, par exemple, au niveau donc, de l'économie, du chômage, le budget, les lignes budgétaires, c'est-à-dire que les composantes du budget vont automatiquement varier sans que l'État ne modifie ses dépenses, c'est-à-dire que sans que l'État ait à modifier sa préparation du budget. Donc, l'État ne va pas modifier ses prévisions, l'État ne va rien modifier, mais les lignes budgétaires vont varier automatiquement. En ce sens que tout de suite, on va constater qu'il y aura des dépenses publiques qui vont augmenter, et ces dépenses publiques vont augmenter. Pourquoi? Parce que il y aura un problème de chômage qui intervient. Donc, quand il y a des problèmes de chômage qui interviennent, ça veut dire qu'il faut mettre en place, par exemple, les allocations chômage ou bien mettre en place particulièrement des programmes d'insertion de jeunes et des femmes, en fait, les personnes vulnérables, pour pouvoir les soutenir dans cette situation de crise. Bon, voilà. Et un autre côté, c'est que de l'autre côté des recettes aussi, les recettes de l'État vont aussi changer. En ce sens que, par exemple, les recettes de l'État qui étaient liées, par exemple, à l'activité économique ou bien aux revenus, ces recettes-là vont diminuer parce que, justement, avec le ralentissement de l'activité économique, par exemple, les entreprises vont faire des bénéfices moindres. Et donc, par exemple, l'impôt sur le bénéfice des sociétés va s'amaigrir et donc, ça va aussi affecter donc, les dépenses. Voilà comment l'appelle-t-on, le budget reçoit, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ici, un coût donc, de l'évolution donc, de l'activité économique. De la même manière, quand le budget subit ce coût-là, le budget aussi réagit et donc a des répercussions. Le fait qu'il y ait cette réallocation donc, au niveau aussi du budget, cela aura des répercussions, n'est-ce pas, sur les composantes donc, du PIB. En ce sens que, par exemple, lorsque, en période, par exemple, de ralentissement de l'activité économique, lorsque on met en place des politiques visant les politiques d'allocation chômage, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Cela voudrait dire que même si au départ, il y a un ralentissement donc, de l'activité économique, ralentissement de la consommation et donc des investissements, ce qui va se passer, c'est que ces allocations, ces programmes d'allocation chômage-là vont atténuer, n'est-ce pas, vont atténuer l'effet de la crise sur n'est-ce pas, le revenu des ménages qui subissaient des pertes de revenus. Et donc, quand cela va atténuer cet effet sur le revenu disponible des ménages, qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes vont commencer par élever leur consommation. Donc, leur consommation va augmenter et donc cela va faire quoi? Cela va entraîner une augmentation de la demande globale, donc un petit souffle nouveau au niveau donc, de la demande globale et cela va avoir aussi comme effet final une augmentation du revenu qui, au départ, était à la baisse. Donc, voilà comment le rôle des stabilisateurs automatiques intervient sans que l'État n'ait à prendre des mesures de politique, juste parce que la conjoncture l'a imposé et puis le budget a réagi et le budget, en réagissant, a entraîné des répercussions sur l'activité économique elle-même. Voilà comment nous devons comprendre les stabilisateurs automatiques. Et là, ça va nous amener, lorsque nous comprenons les stabilisateurs automatiques, cela va nous amener davantage à comprendre l'analyse des soldes cycliques et puis des soldes structurels. Donc, pour prendre en compte maintenant donc, le rôle des stabilisateurs automatiques, puisque là, cela ne relève pas
de la politique de l'État. Cela ne relève pas de l'intervention de l'État. Ça se passe de façon automatique au niveau donc, de l'économie. Donc, le solde budgétaire de l'État peut être décomposé, n'est-ce pas, en deux. Donc, à cause du rôle des stabilisateurs automatiques. Premièrement, il y a un solde cyclique ou le solde conjoncturel. Ce solde-là est dû au stabilisateur automatique et ce solde reflète l'influence du cycle économique sur le solde budgétaire. Donc, quand on dit l'influence du cycle économique sur le solde budgétaire, c'est l'influence de l'évolution de l'activité économique. Donc, sur le solde budgétaire, ça cela ne relève pas de l'État. Ce n'est pas l'État qui agit, mais ce sont les stabilisateurs automatiques qui agissent. Et donc, ça a des conséquences sur le solde budgétaire dans son ensemble. Maintenant, il y a l'autre partie donc, du solde budgétaire qui est le solde structurel. Et ce solde structurel, c'est ce solde-là qui est corrigé. Donc, quand on prend le solde budgétaire dans son ensemble, il est corrigé donc, des fluctuations, des effets des fluctuations de l'activité économique, en fait, de l'effet des stabilisateurs automatiques. Donc, on corrige donc, le solde budgétaire des fluctuations ou bien des effets des stabilisateurs automatiques sur ce solde-là. Et là, on a ce qu'on appelle le solde structurel. Donc, ce solde n'est pas influencé automatiquement par le cycle économique, mais plutôt le solde structurel, lui, il relève donc, de la politique discrétionnaire du gouvernement. Donc, il relève, quand on parle de solde structurel, c'est le solde qui provient de l'évolution des structures de l'économie, donc de ce que l'État intervient pour pouvoir ramener l'économie dans un sens jugé souhaitable. Donc, pourquoi donc cette décomposition au niveau des soldes, de ces soldes-là? La notion du solde structurel est généralement utilisée pour apprécier l'orientation de la politique budgétaire, c'est-à-dire évaluer le caractère expansionniste ou restrictif d'un déficit budgétaire selon les conditions cycliques qui résulte de mesures prises par les pouvoirs publics. Donc, si on ne fait pas la décomposition entre le solde cyclique, c'est-à-dire quand on prend le solde budgétaire, si on ne le décompose pas en solde cyclique et en solde structurel, on ne pourra pas voir quel est l'effet la politique, des politiques discrétionnaires sur les déficits publics qui se creusent. Donc là, on peut comprendre, lorsqu'on voit donc, le solde, si on fait cette décomposition, on peut comprendre qu'ici, s'il y a creusement des déficits publics, cela provient des politiques discrétionnaires, c'est-à-dire cela provient de la volonté délibérée de l'État de creuser ce déficit. Donc, ce n'est pas lié aux stabilisateurs automatiques tels qu'ils interviennent, mais plutôt à la volonté délibérée de l'État. Et donc, en ce moment aussi, on peut apprécier le comportement de l'État en matière de déficit. Et donc, comme nous sommes dans une union monétaire et on veut soumettre donc, les pays à la discipline budgétaire, donc voilà l'élément sur lequel, le solde qu'on devait regarder pour pouvoir considérer l'État dans son comportement vis-à-vis donc, des déficits qu'il creuse. Donc, cette notion permet aussi de mesurer l'effort accompli par les pouvoirs publics au cours d'une phase de consolidation budgétaire. Donc, les phases de consolidation budgétaire, ce sont les phases où les pays font des efforts, n'est-ce pas, pour réduire leur déficit public, donc pour réduire leur train de vie. Donc, ce solde structurel-là permet d'apprécier l'effort d'un État en matière d'assainissement des finances publiques. Pour résumer, n'est-ce pas, cette notion donc, de distinction entre solde cyclique et solde structurel, il convient de noter qu'il est nécessaire quand même de viser un solde structurel excédentaire de manière à laisser les stabilisateurs automatiques fonctionner et à disposer donc des marges de manœuvre budgétaires sans risquer de déficit public excessif lorsque les conditions cycliques sont défavorables. Donc, quand on considère le solde structurel et on voit que c'est la partie donc, du solde ou bien de la partie donc, des déficits qui sont liés aux politiques discrétionnaires, c'est-à-dire à la volonté délibérée donc, de l'État. Donc, à ce niveau, ce qui est recommandé donc, auprès des États, c'est que comme il y a une partie donc, des soldes budgétaires qui ne sont pas maîtrisés par l'État, ce qui est important à faire, c'est de pouvoir conserver des soldes structurels excédentaires, de telle sorte que le jeu des stabilisateurs automatiques ne puisse pas détériorer davantage le solde
budgétaire global et que les États se retrouvent dans une situation de déficit excessif. Lorsque, par exemple, le cycle évolue de nature à continuer par détériorer, comment l'appelle-t-on, les soldes budgétaires, puisque cette partie n'est pas contrôlée par l'État. En d'autres termes, il faut réduire les déficits publics pendant les bonnes périodes pour pouvoir utiliser la politique budgétaire comme instrument de stabilisation seulement pendant les périodes où il y a le ralentissement donc, de l'activité économique. D'autant plus que les jeux de stabilisateurs automatiques ne suffisent pas à lui seul à amortir les fluctuations économiques en cas de choc. Maintenant, nous allons justement, pour terminer cette deuxième partie euh, du module consacré au fonctionnement de l'économie en matière de finances publiques, nous allons aborder les enjeux des déficits publics. En particulier, cette session organisée autour de trois questions. Comment on peut financer justement les déficits publics? Donc, lorsque l'État fait son budget et on voit que les prévisions des recettes ne peuvent pas permettre de couvrir les dépenses qui sont prévues en fonction de la conjoncture et que le Parlement vote un déficit, comment ce déficit-là peut être financé? Et pourquoi on demande aux États de pouvoir réduire au maximum leur déficit et comment on peut effectivement, n'est-ce pas, réduire ces déficits? Donc, pour pouvoir répondre à ces questions, nous allons d'abord présenter les modalités de financement des déficits publics qui s'offrent aux États lorsqu'ils font face au déficit public. Ensuite, nous allons essayer d'expliquer pourquoi au niveau du pacte de convergence, les États sont soumis à une discipline budgétaire qui les amène à réduire leur déficit public. Enfin, nous allons examiner en quelque sorte un tout petit peu quelles sont les stratégies, comment pouvoir manager, n'est-ce pas, les finances publiques pour pouvoir réduire les déficits publics. Bien, les enjeux des déficits publics, parlons premièrement des modalités de financement des déficits publics. Donc, parlons des modalités de financement des déficits publics. Si nous laissons les recettes publiques sur lesquelles l'État pourrait jouer pour, par exemple, modifier ces recettes, les taux d'imposition ou bien chercher d'autres niches fiscales, il y a deux possibilités donc, de financement des déficits publics et de la dette publique. On peut le faire par création monétaire ou on peut le faire par ce que nous appelons l'emprunt. Donc, emprunter, comment appelle-t-on, au niveau intérieur, donc au niveau des agents privés, bien au niveau des partenaires bilatéraux, multilatéraux, ainsi de suite. Ces deux modalités, ce qu'il faut noter, c'est que ces deux modalités peuvent exercer des effets négatifs sur le reste de l'économie lorsque les besoins de financement sont élevés. Et c'est justement pourquoi on va voir les effets que ces modalités de financement des déficits publics peuvent apporter, des effets négatifs que cela peut apporter, pour comprendre en quelque sorte la nécessité de réduction des déficits publics, puisque lorsque les besoins de financement deviennent importants, ces effets peuvent être très lourds pour l'économie, pour l'évolution normale du cours de l'économie. D'abord, parlant du financement monétaire. Donc, au niveau du financement monétaire, c'est le financement donc, du déficit public par la création monétaire. Alors, si un pays est seul et donc il fait face à un déficit, il peut demander, n'est-ce pas, à la banque, à sa banque centrale, de lui faire des crédits, donc de financement direct, des crédits, ou bien l'État peut émettre des titres que le secteur bancaire va acheter. Et donc, ces titres-là vont représenter la contrepartie donc, de la masse monétaire qui est en circulation dans l'économie. Donc, ces titres-là seront détenus donc, par le secteur bancaire de façon générale, les banques de second rang et puis la Banque centrale. Donc, que ce soit aussi en union monétaire, tandis que la procédure, c'est la même chose, soit on a des crédits directs au niveau donc, de la Banque centrale, ou soit on émet des titres
pour lever des fonds et ces titres sont détenus par le secteur privé. L'enjeu au niveau donc, du financement par création monétaire ou bien la monétisation de la dette, c'est que cette monétisation génère des tensions inflationnistes. Nous n'avons pas voulu mettre l'accent sur la modélisation à ce niveau, sinon il y a la théorie quantitative donc, de la monnaie qui nous permet d'expliquer simplement ce que l'augmentation donc, de la masse monétaire ou l'augmentation croissante de la masse monétaire dans une économie génère des tensions inflationnistes. En ce sens que lorsqu'on considère ce qu'on appelle l'équation quantitative de la monnaie, euh, on dit que dans le court terme, justement, la vitesse de circulation de la monnaie est constante et puis la production se trouve à son niveau potentiel. Et donc, comme la vitesse de circulation de la monnaie ne peut pas varier pour équilibrer l'équation comptable et que la production est aussi à son niveau potentiel et qu'elle ne peut pas varier dans le court terme, ce qui se passe, c'est que lorsque on augmente, n'est-ce pas, la quantité de monnaie en circulation, en circulation dans l'économie, cela aura pour répercussion une augmentation du niveau général des prix. Et donc, l'augmentation du niveau général des prix donc, est appelée inflation. Donc, voilà comment le financement monétaire, les conséquences que le financement monétaire apporte. Et justement, vous allez voir que quand nous sommes en train de parler donc, des critères donc, pour être dans l'espace humain, les critères de convergence, on a dit qu'il faudrait que le niveau de l'inflation ne puisse pas dépasser, n'est-ce pas, 3%. L'inflation annuelle ne doit pas dépasser 3%. Donc, du coup, si le financement par création monétaire engendre des, comment l'appelle-t-on, de l'inflation, cela voudrait dire que cela n'est pas de nature à aider les pays, n'est-ce pas, à respecter, n'est-ce pas, ce critère de, de convergence. Donc, l'autre élément sur lequel les pays peuvent reposer, c'est aussi l'emprunt, mais aussi l'emprunt au niveau donc, au niveau donc, de l'État, à travers, par exemple, l'émission aussi des titres au niveau des agents privés, a pour conséquence ce qu'on appelle l'effet d'éviction. L'effet d'éviction, de façon générale, c'est que l'État, en augmentant les dépenses publiques et en finançant ces dépenses publiques par emprunt, diminue, n'est-ce pas, les ressources disponibles au niveau donc, de l'État. Donc, quand ça diminue les ressources disponibles, les fonds prêtables donc, au niveau donc, de l'État, au niveau donc, d'une économie de façon générale, cela va entraîner quoi? Pour que les fonds prêtables soient égaux aux demandes d'investissement, il faudrait que le taux d'intérêt augmente, puisque la demande, comment l'appelle-t-on? L'État a eu à financer, n'est-ce pas, son déficit par emprunt. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'augmentation du taux d'intérêt au niveau donc, de l'économie aura pour conséquence une diminution des investissements privés. Parce que quand le taux d'intérêt augmente, certains projets qui devaient être financés par les agents dans une économie de marché, ces projets ne sont plus bancables. Parce que les marges brutes d'autofinancement qui seront dégagées dans ces genres de projets avec ces taux d'intérêt, ces marges brutes d'autofinancement ne peuvent pas permettre d'assurer une rentabilité financière à ces projets-là. Et donc, ces projets-là ne pourront pas financer. Donc, si ces projets-là ne peuvent pas financer, cela va réduire l'investissement privé. Donc, l'effet d'éviction, c'est le fait que l'État finance les déficits par emprunt et donc en augmentant ses dépenses publiques. Et donc, en le faisant, il agit sur l'investissement privé. Il évince l'investissement privé. Donc, voilà en quelque sorte les effets négatifs que ces deux modalités de financement, n'est-ce pas, apportent d'entrée de jeu. Et donc, cela devait nous permettre de comprendre pourquoi il faut imposer en quelque sorte certaines règles, n'est-ce pas, aux pays qui appartiennent, n'est-ce pas, à une union monétaire pour qu'on n'ait pas des tensions inflationnistes, c'est-à-dire que ces États puissent maîtriser leur déficit public, qu'il n'ait pas à recourir tout le temps au financement et que, comment l'appelle-t-on, ils se trouvent dans une situation de déficit public excessif et qu'ils aient à recourir tout le temps au financement et cela crée ces effets négatifs-là. Donc, nous allons parler donc des fondements donc, de la discipline budgétaire
Les règles donc, du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité imposent une discipline budgétaire parce que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs et ils doivent aussi réduire leur endettement et viser à moyen terme, n'est-ce pas, un équilibre qui est proche donc de l'équilibre budgétaire ou un excédent. Ils doivent dégager, dans le cas contraire, un excédent. L'accent mis ici sur la discipline budgétaire repose sur l'idée selon laquelle la politique budgétaire peut être davantage efficace lorsque on est en union monétaire et que cela peut générer, comment l'appelle-t-on, des comportements opportunistes de la part des États qui appartiennent, n'est-ce pas, à une union monétaire. Et ça pose donc le problème de l'idée du rôle donc, de la politique budgétaire et donc de son efficacité. Pourquoi? Parce que dans la mesure où la politique budgétaire d'un pays est plus efficace lorsqu'il participe à une union monétaire que lorsqu'il possède sa propre monnaie nationale, il peut être incité à tout moment à utiliser la politique budgétaire pour pouvoir relancer son activité économique domestique. Alors que quand on voit les conséquences donc, de ces politiques-là sur justement, puisque ces politiques-là ne peuvent se faire qu'à par une augmentation des dépenses donc de l'État. Donc l'État intervient à partir des ressources, donc une augmentation des dépenses, donc un creusement des déficits. Donc, en le faisant, cela va rejaillir. Les conséquences néfastes vont être partagées entre les membres donc, de la zone monétaire auquel ces pays-là appartiennent. Donc, les politiques budgétaires expansionnistes d'un pays membre peuvent se traduire par des déficits publics élevés et donc avec diverses conséquences négatives sur le fonctionnement de l'union monétaire et sur les économies des autres pays membres. Justement, c'est parce que les politiques budgétaires mises en place par un pays auront des répercussions, donc des répercussions sur l'union monétaire, et donc sur les économies des autres pays membres. Et c'est pourquoi il faut une discipline budgétaire. Donc la discipline budgétaire vise, n'est-ce pas, en édictant des règles, en disant, vous ne devez pas dépenser un déficit public qui est comment l'appelle-t-on, supérieur à 3%, vous ne devez pas avoir un niveau d'inflation, ceci, c'est pour empêcher que les États aient des comportements opportunistes du genre à toujours utiliser, n'est-ce pas, la politique budgétaire parce qu'elle est efficace en union monétaire pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, à leurs besoins à leurs besoins au niveau donc, de leur pays et que cela ait des répercussions négatives sur les autres pays membres donc, de l'Union. Donc, nous étions en train de parler justement des fondements de la discipline budgétaire et particulièrement pourquoi justement euh, euh, cette discipline budgétaire est imposée à ces pays, particulièrement en regardant du côté des effets que les politiques qui sont mises en place par ces pays, en particulier les politiques budgétaires dans les pays membres de l'Union, peuvent avoir en termes de répercussions sur les économies des autres États membres. Donc, là encore, il est question d'évaluer l'efficacité même de la politique budgétaire et de son rôle. Voilà, c'est vrai qu'au niveau de la conception keynésienne, on reconnaît, n'est-ce pas, un certain rôle stabilisateur donc, à la politique budgétaire, mais seulement, bien que jouant ce rôle, lorsque, comment l'appelle-t-on, on continue à creuser des déficits importants et persistants, donc le fait de vouloir tout le temps financer ces déficits par, en creusant, par, comment l'appelle-t-on, la création monétaire ou bien par emprunt, cela génère, par exemple, avec l'augmentation donc, des dépenses publiques, des tensions inflationnistes liées à ce financement des déficits publics-là. Donc, particulièrement au niveau du financement par la création monétaire. Donc, l'autre chose, c'est que lorsque on en recourt donc, euh, à ces financements tout le temps, de façon persistante, de façon constante, pour financer les déficits publics, cela aura pour conséquence une augmentation généralisée du coût de l'emprunt, n'est-ce pas, au niveau de la zone monétaire en question. Et particulièrement, le problème, c'est que cela dépend aussi de la taille donc, de l'État qui met en place ces genres de politiques. Donc, lorsque l'épargne nationale
diminue au niveau donc, de cet État, puisque nous sommes en union, donc l'épargne des autres agents n'ayant pas augmenté, donc restant égal par ailleurs, cela voudrait dire que ce qui va permettre d'égaliser l'épargne et l'investissement, c'est l'augmentation, n'est-ce pas, du taux d'intérêt. Et donc, quand les taux d'intérêt vont augmenter, donc au niveau donc, de l'Union, le coût de l'emprunt, de façon générale, est affecté. Il y a aussi la crainte d'un risque systémique d'une crise de la dette. Donc, si les États dans une union monétaire continuent pas à creuser de façon persistante et accumuler donc des déficits ou des dettes, ils peuvent arriver, ces pays peuvent arriver dans une situation, et comment l'appelle-t-on, ils se trouvent dans une situation d'insolvabilité. S'ils se trouvent donc dans une situation d'insolvabilité et ils font défaut de paiement, le signal, n'est-ce pas, que les agents économiques ont donc sur ces pays, cela peut amener des conséquences néfastes sur les économies de l'Union, en ce sens qu'il y aura, n'est-ce pas, des fuites de capitaux. Les gens ne vont pas vouloir, n'est-ce pas, investir donc, dans ces zones où les pays font déjà défaut. Donc, les gens vont renflouer les capitaux donc, vers l'extérieur. Et cela a des conséquences désagréables, enfin négatives, sont sur les économies donc, de l'Union. Il y a aussi ce qu'on appelle les effets de débordement. Au niveau donc, de ces effets de débordement, il y a donc il est à noter que, il y a deux effets. Ces effets ne sont pas que négatifs. Il y a donc des effets positifs, donc liés, n'est-ce pas, au canal commercial, en ce sens que, par exemple, si un pays met en place une politique budgétaire expansionniste et que les dépenses publiques augmentent et donc la consommation augmente, cela va amener les agents économiques de ce pays à importer davantage les biens. Et donc, en voulant importer davantage les biens en provenance donc, des autres pays, cela simule donc les exportations, n'est-ce pas, des autres pays. Mais par le canal financier, justement, cela génère des tensions inflationnistes. Voilà donc tous ces éléments, n'est-ce pas, qui amènent donc à, n'est-ce pas, imposer une certaine discipline budgétaire aux États, donc dans une union monétaire. Donc, maintenant, nous allons évaluer les stratégies donc, de réduction des déficits publics. En matière donc, de stratégie de réduction des dépenses publiques, particulièrement, ça se fait par l'assainissement des finances publiques, c'est-à-dire la consolidation budgétaire, et donc qui consiste à réduire en fait les déficits publics. Donc, cette réduction des déficits publics peut se faire soit par une diminution donc, des dépenses publiques ou bien une augmentation des recettes publiques ou bien par les deux. De toutes les façons, dans les deux cas, ce n'est ni facile, n'est-ce pas, de diminuer le train de vie donc, de l'État parce que certaines activités qui relèvent, cela peut même avoir des répercussions sur la politique même donc, du gouvernement. Ou d'un autre côté, le fait de vouloir augmenter les recettes publiques, cela peut amener une révolte de la part des contribuables qui doivent supporter, n'est-ce pas, cette augmentation des recettes publiques. Donc, des fois, à ce niveau-là, il y a un arbitrage à faire pour pouvoir assainir les finances publiques pour que cela n'ait pas des conséquences trop néfastes sur l'ensemble de l'économie ou bien même des répercussions sociales. Donc, sur le long terme, il est plus efficace donc, de mener la consolidation budgétaire par une diminution de la part des dépenses publiques dans le PIB, laquelle va permettre de diminuer la pression fiscale. Donc, sur le long terme, on peut se situer dans une logique d'assainissement des finances publiques par une réduction peut-être progressive, n'est-ce pas, des dépenses publiques donc, de l'État. Et donc, cela peut permettre aussi de réduire la pression fiscale. Mais dans cette réduction des dépenses publiques de l'État, cette réduction ne doit pas porter, n'est-ce pas, sur les dépenses publiques productives, c'est-à-dire les dépenses publiques qui doivent permettre de relancer, n'est-ce pas, la croissance. À ce niveau-là, c'est l'économie dans son ensemble qui sera donc affectée. Je vous remercie donc pour votre aimable attention.